Bienvenue à tous, je vais vous présenter un topo de sémiologie radiologique pulmonaire concernant le syndrome interstitiel. Du point de vue anatomique, le tissu interstitiel est le tissu de soutien du poumon, notamment des vaisseaux et des branches. On le retrouve sur 3 niveaux, en allant du hile vers la périphérie du poumon. D'abord au niveau hilaire, il est constitué par le tissu conjonctif des axes bronchovasculaires qui va cheminer à l'intérieur du poumon pour arriver vers les lobules pulmonaires afin de les délimiter grâce aux cloisons interlobulaires et intralobulaires. Enfin, au niveau de la périphérie du poumon, on retrouve ce qu'on appelle le tissu conjonctif sous-pleural. À l'état normal, sur une radiographie pulmonaire, le tissu interstitiel est invisible. Par contre, à l'état pathologique, l'interstitium sera infiltré soit par du liquide, dans le cas de l'œdème pulmonaire, soit par des cellules, qu'elles soient inflammatoires ou néoplasiques cancéreuses, et enfin, il peut être infiltré par du tissu fibrotique, dans le cas des fibroses pulmonaires. Donc maintenant, on va s'intéresser au tissu conjonctif du lobule pulmonaire, qui, je vous rappelle, est l'unité anatomique et fonctionnelle du poumon. Ce tissu conjonctif est constitué principalement par les cloisons interlobulaires, dans lesquelles cheminent les vénules pulmonaires. Il y a aussi ce qu'on appelle les septa intralobulaires, dans lesquels cheminent principalement la bronchiole respiratoire qui va donner suite au sac alvéolaire, ainsi que les artérioles pulmonaires. Le syndrome interstitiel se traduit sur la radiographie pulmonaire essentiellement par des opacités, qu'elles soient nodulaires, linéaires ou réticulaires. Parmi les caractéristiques de ces opacités, on reconnaît leur caractère diffus. Elles ne sont pas systématisées à un segment ou un lobe. Elles sont bilatérales et symétriques. Et enfin, leur évolution est lente dans le temps, par opposition au syndrome alvéolaire classique. Classiquement, on admet que la radiographie pulmonaire est inadaptée pour le diagnostic et le suivi des syndromes interstitiels, essentiellement pour 2 raisons. La première raison est la présence d'un effet de sommation qui ne permet pas une analyse sémiologique fine, car l'ensemble des opacités pulmonaires étant projetées sur un même plan. Contrairement à l'étude sur le scanner thoracique qui permet une étude en 3 dimensions de l'ensemble du volume pulmonaire. La seconde raison étant que sur toutes les radiographies, les vaisseaux pulmonaires à l'état normal donnent un aspect de nodules et de lignes, ce que de nombreux jeunes médecins confondent avec un syndrome interstitiel pathologique. Donc, comment reconnaître un syndrome interstitiel sur une radiographie pulmonaire? D'abord, il faut bien mémoriser l'aspect d'une radiographie de thorax normale afin de la comparer, le cas échéant, avec une radiographie anormale. En second lieu, il faut penser au syndrome interstitiel, donc penser au diagnostic, chaque fois qu'on a l'impression de voir trop d'opacité, qui sont mal définies, qui sont réparties symétriquement sur les 2 champs pulmonaires. Sur cette radiographie thoracique qui est par ailleurs normale, on peut apercevoir un certain nombre d'opacités. Les unes sont linéaires et les autres sont nodulaires.
notamment au niveau des deux îles pulmonaires. Pour les opacités qui sont réticulaires ou linéaires, on s'aperçoit au fait qu'elles diminuent en nombre en allant du centre vers la périphérie jusqu'à devenir invisibles dans la région sous-pleurale, c'est-à-dire de 1 à 2 mm à partir de la paroi thoracique. Ces opacités correspondent à la trame vasculaire normale et donc il s'agit d'une radiographie qui est tout à fait normale. En revanche, sur cette radiographie thoracique, on s'aperçoit qu'on a une profusion d'opacités qui sont réparties de façon bilatérale et symétrique, faites d'infiltrats réticulo-nodulaires qui prédominent au niveau des champs pulmonaires supérieurs et moyens. Il s'agit ici d'un syndrome interstitiel réticulo-nodulaire qui prédomine dans les parties supérieures et moyennes. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il est impératif de mémoriser l'aspect d'une radiographie thoracique normale afin de pouvoir le comparer avec un aspect anormal, dans ce cas, un aspect de syndrome interstitiel. Maintenant, on va s'intéresser à la sémiologie des syndromes interstitiels sur le scanner, qui est en fait le seul examen d'imagerie qui permet une étude fine des opacités interstitielles. Donc les syndromes interstitiels se caractérisent par 5 types d'opacité. Premier type, c'est les hyperdensités, qui peuvent se traduire soit par des condensations qui sont bilatérales et plus ou moins symétriques, soit des images en verre dépoli. Deuxième type, on a les nodules. Troisièmement, on peut avoir des lignes, voire des réticulations. Quatrièmement, on peut avoir des épaississements péribroncovasculaires. Et enfin, on peut avoir un aspect de rayon de miel. Enfin, on peut avoir aussi des images indirectes qui peuvent accompagner les images précédentes ou les opacités précédentes. Il s'agit des bronchectasies par traction. La première lésion interstitielle qu'on va décrire est dans les hyperdensités en verre dépoli. Le verre dépoli, il est au mieux étudié ou analysé sur le scanner thoracique. Il s'agit au fait d'opacités qui sont peu denses, qui ont la particularité de ne pas effacer les vaisseaux et les parois bronchiques qui sont vus au travers. Le verre dépoli n'efface pas non plus les bords du médiastin et les scissures. Le verre dépoli se répartit de façon très variable. Il peut être soit localisé, soit diffus, ou enfin multifocal, comme on peut le voir sur le scanner qui est en bas. Un autre aspect de verre dépoli qu'on peut apercevoir sur le scanner étant l'aspect en mosaïque. Il s'agit au fait d'une association de verre dépoli et de réticulation au sein de ce même verre dépoli. Concernant les opacités nodulaires, on les distingue en fonction de leur diamètre, en micronodules en millières pour les nodules dont le diamètre est inférieur à 6 mm, des macronodules et des nodules dont le diamètre est supérieur à 6 mm. Sur la radiographie thoracique, il est parfois difficile de distinguer des micronodules ou des opacités miliaires qui ont moins de 3 mm, et c'est au fait l'effet de sommation qui rend ces opacités de moins de 6 mm visibles. Sur le scanner, le problème ne se pose pas, et sur cette coupe, on peut apercevoir la répartition assez aléatoire, bilatérale et symétrique de ces opacités.
Ici, il s'agit d'une miliaire tuberculeuse. Sur ce cliché thoracique, on peut apercevoir la présence d'une profusion de micronodules dont la répartition est assez particulière, notamment par rapport à sa prédominance au niveau des régions moyennes et inférieures. Il s'agit ici d'une répartition hématogène dans le cadre d'une miliaire tuberculeuse. Par contre, sur ce cliché thoracique, on peut apercevoir la présence de micronodules qui sont un petit peu plus denses et qui sont confluents par endroits, et le plus important étant leur répartition car ils appartiennent aux régions supérieures et moyennes. Il s'agit ici d'une silicose. Sur la coupe scanographique à droite, on peut apercevoir des micronodules qui ont une répartition particulière car ils sont visibles au niveau des régions sous-pleurales ainsi qu'au niveau des scissures. C'est ce qu'on appelle l'aspect de micronodules branchés, comme dans ce cas au niveau de la grande scissure. C'est la répartition lymphatique qui est décrite dans le cas des sarcoïdoses. La coupe scanographique à gauche correspond à un aspect normal. Sur ce scanner, on peut apercevoir des nodules d'âge différents et qui sont bien limités, répartis de façon bilatérale. Il s'agit d'un aspect classique de lâcher de ballon. Ici, il s'agit de métastase d'un cancer du côlon. Les opacités linéaires traduisent soit le plus souvent une atteinte des cloisons interlobulaires et intralobulaires, soit plus rarement il s'agit de bandes de fibrose cicatricielle ou de bandes d'atélectasie très périphériques. On parlera d'opacité réticulaire quand les opacités linéaires vont s'entrecroiser pour donner naissance à un aspect de filet. Donc soit il s'agit de réticulation interlobulaire, réalisant un aspect de filet à large maille, ce qui correspond à un épicissement des septa interlobulaires, et qui peuvent se traduire par deux aspects. Premier aspect, lorsque l'épicissement est lisse et régulier, qui est décrit dans le cas de l'œdème pulmonaire, quand il y a une obstruction lymphatique ou une obstruction veineuse pulmonaire. Soit le deuxième aspect, il s'agit d'un aspect nodulaire et régulier qui est décrit dans le cas des lymphangites, de la sarcoïdose ou de la fibrose pulmonaire idiopathique. Sur ce schéma, on peut apercevoir un aspect de filet à large maille polyédrique correspondant à un épicissement des cloisons interlobulaires. Le point dense au centre des acinies correspond à l'artère centrolobulaire. Le même aspect sur une coupe scanographique où la flèche fine correspond à l'épicissement des cloisons interlobulaires et la flèche épaisse correspond à l'artère centrolobulaire. Sur le cliché du thorax, on peut apercevoir dans certaines situations pathologiques un aspect particulier de lignes correspondant aux lignes de Kerley. Il s'agit d'un épicissement des septa interlobulaires qui sont situées au niveau des bases. Elles sont perpendiculaires et reliées à la plèvre et elles ont une longueur qui est courte de 2 à 3 cm. Les lignes de Kerley sont encore mieux visibles sur la TDM thoracique, notamment en mettant en évidence l'épicissement des septa interlobulaires. On les décrit essentiellement dans deux situations pathologiques, surtout dans l'œdème pulmonaire interstitiel et dans la lymphangite carcinomatique. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième type d'opacité linéaire, c'est les réticulations intralobulaires. Donc il s'agit d'un épicissement des cloisons intralobulaires cette fois-ci, et lorsqu'elles s'entrecroisent,
ces opacités réalisent un aspect à petite maille. L'aspect de réseau ou de maille serrée est bien illustré sur cette TDM thoracique, et la difficulté ici réside dans le fait de différencier cet aspect de réticulation intralobulaire de l'aspect de rayon de miel. Finalement, on va voir l'aspect en rayon de miel qui correspond à des kystes aériques qui sont limités par une paroi épaisse. Parmi les autres caractéristiques de ces kystes, c'est le fait qu'ils soient jointifs et qu'ils soient disposés en couches dans les territoires périphériques sous-pleuraux, surtout au niveau des bases pulmonaires. Cette photo illustre schématiquement l'aspect des kystes dans les images en rayon de miel. C'est des kystes qui ont la forme d'un polyèdre avec une paroi qui est épaisse et qui ont la particularité d'être disposés en couches dans les régions sous-pleurales. Ces espaces kystiques ne participent pas aux échanges gazeux et sont décrits essentiellement dans des pathologies fibrosantes, dont la plus fréquente étant la fibrose pulmonaire idiopathique. Ces différents schémas résument les différents aspects de syndrome interstitiel auxquels on est confronté en pathologie, allant des opacités nodulaires, en passant par les opacités réticulaires, jusqu'au aspect kystique de rayon de miel. Bien sûr, on peut avoir des situations où on peut retrouver une association de ces différentes opacités, comme c'est illustré dans le cas des infiltrats réticulo-nodulaires. Donc là, on va enchaîner avec un petit quiz pour terminer ce topo. Sur ces différentes coupes scanographiques illustrant une pneumopathie interstitielle compliquant une polyarthrite rhumatoïde, on a chiffré quelques anomalies et on vous demande de les décrire. Donc la réponse, elle est sous vos yeux. Deuxième question, il s'agit d'un cliché thoracique d'un homme de 28 ans qui a présenté une dyspnée croissante sur 6 semaines, un fibricule, un amaigrissement, une saturation de 89% en air ambiant. On vous demande tout simplement le diagnostic à évoquer en première intention. Donc là, vous avez un scanner, le doute n'y est plus. Il s'agissait d'une miliaire tuberculeuse. Le topo est terminé, je vous remercie pour votre attention.